Merci d'être venu pour cette nouvelle session. Donc là, du coup, c'est la partie 2. Rappelez-vous, on avait fait une partie 1. La partie 1, en fait, elle regroupait un petit peu toutes les généralités et surtout un focus sur Azure Active Directory. Aujourd'hui, on va partir sur la partie 2 avec justement la sécurité, toujours sur les identités, mais par contre, on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire en fait qu'on va faire le chemin cloud directement vers la partie on-prem également. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va voir qu'il est possible avec donc les outils MTP, Microsoft Threat Protection, qu'on va pouvoir en fait sécuriser notre système d'information donc de manière globale et surtout avec la partie donc identité hybride que nous allons voir aujourd'hui. Donc juste rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Fala, MVP depuis maintenant 6 ans, et puis je travaille comme architecte chez AIM Service à Genève, et puis je fais partie de l'AOS et puis de l'Identity Days qu'on organise donc à Paris tous les ans. Donc c'est un événement sur les identités. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter mon blog. Je poste régulièrement des posts sur toutes les thématiques M365, orienté sécurité, et puis la partie Azure également. J'ai fait aussi 3 bouquins, donc un sur la partie ATA, un sur la partie Hyper-V 2016 et le dernier sur Azure Active Directory. Donc vous pouvez les retrouver également sur Internet si cela vous intéresse. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec l'agenda du jour. Donc on va juste refaire une passe rapide sur le framework Microsoft Threat Protection. On va faire une introduction, une présentation. Alors je la referai à chaque partie parce que s'il y a des gens qui ont manqué la partie 1 ou 2, comme ça ils pourront rattraper les wagons. Ensuite, on va aborder la partie Azure ATP, donc le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, avec une petite partie aussi Identity Protection. On va voir en fait qu'il y a 2 choses qui sont liées avec ces 2 produits, notamment avec un dernier qui s'appelle MCAS, donc Microsoft Cloud App Security. Ensuite, on verra un petit peu la partie architecture du produit, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, et surtout un débat qui aujourd'hui, j'ai encore avec plein de clients, c'est en fait le produit ATA versus Azure ATP, justement, voir un petit peu les différences, et qu'est-ce qu'il faut déployer, surtout aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, si je veux utiliser ce produit, j'utilise de l'ATA ou de l'Azure ATP? Pas toujours évident, justement, d'y répondre, donc on va pouvoir éclaircir ces points. Ensuite, on verra un petit peu la partie planif, déploiement et quelques bonnes pratiques au niveau administration. Et en conclusion, en fait, je vais vous montrer un petit peu la vision de Microsoft sur la partie, ce qu'on appelle le SecOps, qui permet, en fait, si vous voulez, de consolider et de faire travailler ensemble les équipes SOC, donc au niveau sécurité, et les équipes opérationnelles, afin justement d'avoir, en fait, des dashboards, si vous voulez, très consistant en fait au niveau sécurité qui regroupe en fait la chaîne de sécurité de bout en bout. Donc justement pour la partie introduction, rappelez-vous, pour ceux qui ne se sont pas connectés lors de la première partie, tout simplement Microsoft Threat Protection, c'est un modèle de sécurité en fait qui va reprendre pas mal d'outils et d'éléments pour vous permettre en fait, d'apporter un niveau de sécurité à votre système d'information. Donc là, on parle de système d'information, on va parler on va dire d'un environnement M365, d'accord, que ce soit E3 ou E5. Et puis derrière, forcément, avec ce modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il va permettre de toucher aussi des briques hybrides. Donc votre Active Directory, si vous l'avez hybridé au travers d'Azure AD Connect, ou alors vos serveurs, par exemple RMS Connector, si vous faites de l'AIP avec des serveurs Exchange on-prem, ou alors des serveurs SharePoint on-prem, des choses comme ça. Donc il faut savoir que ce modèle, ici, il va toucher un petit peu toutes les, si vous voulez, les vecteurs donc d'un monde en fait M365, que ce soit l'identité, l'endpoint, la partie data, et surtout bien entendu la partie application et la partie infra. Donc forcément, comme je vous l'ai dit, sans oublier donc dans ce slide AIP, donc Azure Information Protection et ATAI Azure ATP, sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, la partie AIP sera traitée à la partie 3, donc la prochaine fois. Donc là, vous voyez un petit peu déjà une liste de produits qui est fournie. Donc ensuite, ATP, il propose tous ses produits. Donc il propose de l'Azure Sentinel, donc ça c'est la partie SIEM intelligente dans Azure. La partie Azure ATP, dont on va parler aujourd'hui, donc ça c'est la partie, on va dire, protection des identités on-prem, donc au travers d'un contrôleur de domaine et d'un domaine Active Directory. Il propose aussi également la partie Microsoft Defender Advanced Threat Protection. Donc là, c'est pour la partie endpoint au niveau Windows 10, pour la protection
Windows 10 et Windows Server également pour la protection en fait c'est un antivirus tout simplement du système d'exploitation. On a la partie Azure Security Center. Donc là, c'est un petit peu on va dire la tour de contrôle au niveau d'Azure pour la partie donc bonne pratique de sécurité, le just-in-time access au niveau des VM, etc. On va retrouver bien entendu notre fameux Office 365 ATP, donc qui existe sur le plan P1 et P2 pour la partie en fait tout ce qui est Safe Link, Safe Attachment, et puis en fait on va dire une protection assez évoluée en fait au niveau de la partie email, anti-phishing, anti-spam, etc. Azure AD que vous connaissez, que je ne présente plus, donc c'est la pierre angulaire un petit peu de tout ça. Et vous savez très bien que Azure AD aussi, on l'a vu la dernière fois, il apporte pas mal déjà de niveau de sécurité à son niveau, que ce soit par exemple pour la partie conditional access ou alors la partie identity protection qu'on va aussi donc voir aujourd'hui. Et pour finir, le Cloud App Security, qui est le CASB en fait, qui va être un petit peu la tour de contrôle de tout ça pour pouvoir justement mutualiser un petit peu les notifications, etc. avec Azure Sentinel également. Aujourd'hui, on va voir Azure ATP et un bout, si vous voulez, de Azure Active Directory qui est le Identity Protection. Juste pour info, ça c'est très important. Il y a beaucoup d'amalgame qui est fait, donc je vais le répéter. C'est la partie en fait trait de protection chez Microsoft. En fait, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux d'exposition. Vous avez le premier niveau, donc qui est lui qui est vers l'externe. C'est pour la partie, comme je vous l'ai dit, publique au niveau des emails, au niveau des safe links, des safe attachments, etc. Qui est le Office ATP, qui est ici. Donc, il intervient tout en amont de la chaîne en fait, donc d'une attaque, etc. Vous avez ensuite en deuxième cible la partie Defender, donc qui elle va venir au niveau de la machine, donc du Windows, donc ça soit du Windows Server ou alors du Windows 10, donc votre workstation, dans un cadre par exemple d'un déploiement Modern Workplace avec Windows 10, avec Intune, etc. Et puis vous avez la partie 3 qui elle-même, en fait, si vous voulez, va être encore plus granulaire que les deux autres parties et qui va se focaliser uniquement sur les identités et les comportements des utilisateurs au niveau donc d'un contrôleur de domaine, donc dans un domaine Active Directory. Donc ça, c'est très important de bien en fait situer, si vous voulez, le périmètre de chaque produit. Parce que des fois, j'ai des clients qui me disent oui, j'aimerais bien mettre Office ATP parce que c'est la même chose que ATP, sauf que c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est important de bien cerner le truc. Et rappelez-vous donc le modèle de sécurité que je vous ai présenté. Donc là-bas, en fait, on continue notre aventure. Donc on a 7 étapes. Comme je vous l'ai dit, ces 7 étapes, en tout cas, ce que j'ai pu développer avec l'expérience que j'ai avec les clients, etc., et que j'essaye aussi forcément d'améliorer, parce qu'on apprend tous les jours. Ce qui est important, c'est que ces étapes-là, on n'est pas obligé de les respecter dans le sens où on peut, en fait, si vous voulez, un petit peu, par exemple, faire l'étape 1, ensuite faire l'étape 3 et revenir, par exemple, faire l'étape 5. Vous voyez? Donc ça, c'est pas des choses primordiales. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va en fait voir la partie trait de protection qui va en fait regrouper la partie Azure ATP, comme je vous l'ai présenté juste ici, et la partie donc Identity Protection qui va donc joindre, si vous voulez, un petit peu la partie Azure Active Directory. Donc ce modèle, en fait, il sera toujours présent dans notre, si vous voulez, dans notre plan, dans le plan de sécurité cloud, d'accord. Donc en fonction de ces briques-là, vous allez pouvoir, si vous respectez ce modèle en tout cas, vous allez pouvoir avoir quand même un niveau de sécurité optimal. Alors forcément, je l'ai mis parce que ça c'est vrai que c'est un peu fâcheux, c'est le niveau de licence qu'il faut pour chaque produit ou pour chaque feature. D'accord. Donc vous voyez par exemple si je veux faire du PIM, Privilege Identity Management, il me faudra de l'Azure AD P2. Si je veux faire du Conditional Access basé sur ce qu'on appelle du risque au niveau du signing, etc., malheureusement, je serai obligé d'avoir de l'Azure AD P2, etc. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire avec l'Azure AD P1, notamment je pense au business, parce que maintenant il y a la M365 Business qui arrive avec un Azure AD P1 qui va vous permettre au moins déjà de faire de la partie Conditional Access et la partie quand même sécurité qui est assez robuste aujourd'hui, que vous allez pouvoir donc approfondir. Ensuite, pour le reste, forcément, donc si je veux faire de l'Azure ATP ou je veux faire du Cloud App Security, il faudra que je monte un peu plus en gamme avec donc des licences P2 au niveau Azure AD et des licences donc M365 E5 si je veux avoir toute la panoplie des produits pour cette partie-là. Donc rappelez-vous bien de ce modèle. Donc on a la partie identité, la partie surface d'attaque pour la réduire, la partie trait de protection. Ensuite, on intervient un petit peu au niveau des logs. D'ailleurs, je vais un petit peu l'améliorer parce que là, il faut que je vais en fait inclure un petit peu Azure Sentinel là-dessus, parce que du coup, avec Azure Sentinel, on va pouvoir interagir avec pas mal de choses, etc. Donc ça, je le laisserai et puis en fait, je le mettrai à chaque étape
à chaque étape en fait de présentation. Alors, aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, on va se focaliser sur deux produits qui sont ici la partie Azure ATP et Identity Protection. Il faut savoir que donc dans la chaîne, comme vous pouvez le voir ici, donc une fois que l'attaquant, admettons, il a pu compromettre donc via un mail de phishing, etc., et qu'il arrive, si vous voulez, à rentrer et avoir en fait il arrive, si vous voulez, à compromettre un compte, donc au niveau d'un Active Directory, l'attaquant, la première chose qu'il va faire, c'est déjà faire un niveau de reconnaissance pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du réseau. Il va utiliser par exemple Bloodhound ou des outils comme ça, ou Mimcast, pour voir un petit peu en fait qu'est-ce qu'il y a comme compte de service. Est-ce qu'il y a des comptes de service? Et ça, on le voit tout le temps avec des hauts privilèges comme des domaines admin ou des entreprises admin au niveau des comptes de service. Et ces comptes de service sont souvent les comptes en fait les plus faciles à compromettre, parce qu'une fois que c'est compromis, il va pouvoir faire ce qu'on appelle un mouvement latéral pour pouvoir justement essayer de se propager, d'accord, pour aller voir un petit peu dans d'autres comptes, etc. Et pouvoir après derrière choper soit un compte domaine admin, soit un compte domaine entreprise admin, etc. Et là, ça peut faire des gros dégâts. Ce qui est intéressant avec le produit qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est le Azure ATP Identity Protection, c'est qu'effectivement, ce que vous pouvez voir ici, donc toute cette chaîne d'attaque ici, en fait, il va intervenir là-dessus pour pouvoir justement vous aider à trouver toutes les attaques et à vous alerter si vous avez donc un compte compromis, si vous avez un brute force sur un mot de passe, si vous avez une attaque de mouvement latéral plusieurs niveaux d'escalade au niveau de votre Active Directory, ou alors tout simplement si vous avez des requêtes, vous savez par exemple WMI à distance en remote, pour pouvoir par exemple casser un service ou des choses comme ça. Et donc tout ça en fait Azure ATP va pouvoir si vous voulez donc le voir, donc on le verra plus tard. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le Azure Identity Protection en fait il va fonctionner un petit peu si vous voulez en parallèle, parce que vous êtes bien d'accord que si on est dans un environnement Office 365, logiquement, je dis bien logiquement, on a un Active Directory, notre identité est hybridée donc avec Azure AD, les comptes sont synchronisés. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec mon compte par exemple qui s'appelle Julien, mon compte Julien qui est dans mon Active Directory on-prem, donc il accède à ses applications via l'authentification Kerberos, sur son partage SMB, etc., pas de problème. Mais par contre, ce compte est aussi synchronisé pour avoir une identité dans le cloud afin de consommer des services comme Office 365, Exchange Online, Teams, tout ce que vous voulez. Mais du coup, derrière, ce qui est important, c'est que la sécurité de mon utilisateur Julien, en fait, elle va être suivie malgré qu'il soit hybridé dans Azure AD. Et c'est là où va rentrer en compte notre ami Azure Identity Protection, qui va en fait justement apporter un niveau de sécurité supplémentaire, d'accord, au niveau justement, par exemple, de l'état de connexion de l'utilisateur, de l'état de conformité du device par lequel il se connecte à mes ressources Office 365, etc. Et pour boucler tout ça, en fait, on va retrouver CloudOps Security qui va lui derrière, si vous voulez, nous proposer une interface commune aux deux produits afin d'avoir, si vous voulez, donc un niveau de visibilité optimal. Alors forcément, je peux utiliser Identity Protection pour la visibilité Identity Protection et je peux également utiliser Azure ATP pour la visualisation des événements dans Azure ATP. Mais je pourrais bien entendu merger tout ça avec CloudOps Security. Et je peux encore aller plus loin, mais ça on le verra plus tard. C'est intégrer CloudOps dans Azure Sentinel. Et là, du coup, dans Azure Sentinel, je vais avoir toutes les informations donc au niveau par rapport à ma situation, donc au niveau sécurité. Et également, donc là je vais vous montrer, on a aussi ce dashboard qui est très joli, donc qui est le security-microsoft.com, qui lui également reprend, si vous voulez, un petit peu donc cette uniformité au niveau donc ce qu'on appelle le SecOps, donc au niveau, si vous voulez, des alertes. Donc là, vous voyez que j'ai la partie risk user ici, j'ai la partie application. Là, j'ai la partie device compliance, puisque j'ai de l'Intune derrière, donc il va faire un petit peu ce qu'on appelle un assessment et voir un petit peu ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas au niveau des assessments, etc. Et là, ici, je vois aussi mes alertes. Donc là, par exemple, ici, vous voyez que j'ai une alerte de country en fait africaine, donc une localisation qui n'est pas connue par mon système, etc. Donc vous voyez que Microsoft, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de produits, et pour chaque produit, on avait une console. Et ça, tout le monde l'a un petit peu dit à Microsoft, il faut vraiment avoir quelque chose d'uniforme parce que ça devient compliqué. Donc d'où en fait ce dashboard qui est security-microsoft.com qui a été annoncé au Ignite, au dernier Ignite, donc qui aujourd'hui qui est fonctionnel, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et puis vous pouvez bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure,
passer directement sur du Cloud App si vous avez la possibilité, et le niveau de licence, bien entendu, qui va avec. Alors Azure Sentinel, c'est la même chose, sauf que pour avoir Azure Sentinel, il vous faut une souscription. Donc après, derrière, une fois que vous avez une souscription Azure, bah, soit vous avez un modèle, par exemple, Pay as you go, et là, vous allez pouvoir consommer donc, le service Azure Sentinel, et vous allez payer au giga consommé, en fait, dans Azure Sentinel, tout simplement. Donc, Identity Protection, on va tout de suite passer à la démo avec ce produit, puisqu'en fait, je vous l'avais déjà plus ou moins présenté, rappelez-vous, lors de la précédente partie. Donc, tout simplement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter des vulnérabilités au niveau de mon identité qui est cloud. En fait, même si elle est synchronisée, elle se retrouve quand même dans Azure AD. Donc, il va pouvoir détecter des vulnérabilités. Il va pouvoir me faire ce qu'on appelle aussi des remédiations, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, en fait, en fonction des événements qui vont se produire sur mon utilisateur, il va, si vous voulez, enclencher des actions de type resetter le password ou du type, par exemple, bloquer le compte. Alors aujourd'hui, c'est très limité, mais vous allez voir que plus tard, Microsoft arrive avec du nouveau, notamment sur quelques private previews, sur des choses un petit peu sexy au niveau remédiation, justement. Et donc, par exemple, ce qui est intéressant avec ce produit aussi, c'est l'activation du MFA. Avec un clic, enfin avec 3 clics plutôt, je vais pouvoir activer le MFA à tous mes utilisateurs de mon tenant directement, sans passer par le conditional access, par exemple. Vous voyez? Donc là, c'est une autre démarche, si vous voulez, pour activer le Azure MFA à tous mes users. Alors, bien entendu, on pourra exclure, etc. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont possibles. Donc, on va aller se rendre tout de suite au niveau de mon tenant ici. Donc là, j'étais déjà dedans. Donc là, vous voyez que j'ai un environnement ici, Identity Protection. Et donc là, vous voyez un petit peu que j'ai déjà quelques alertes. Donc là, on va aller voir, donc, par exemple, sur celui-ci, donc le High Risk User. Et on va voir un petit peu à quoi correspond cette alerte. Et je vais vous expliquer, parce que je fais une petite démo sympa. Donc là, vous voyez que cet utilisateur ici, donc là, on a reçu une alerte. Ici, on voit que le niveau, il est élevé. Et en fait, le risque, au niveau du risque, donc, c'est un signing. Et on peut voir ici que l'utilisateur, si vous voulez, donc au niveau de l'attaque, enfin plus ou moins au niveau de l'alerte, si vous voulez, a eu plusieurs tentatives ici, si vous voulez, de connexion depuis des locations, si vous voulez, qui ne sont pas, si vous voulez, qui ne sont pas très catholiques dans mon système. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai utilisé le réseau Tor, qui est ici, d'accord? En fait, c'est un test que vous pouvez faire. Hein. Et dès que vous connectez avec le réseau Tor, le souci du réseau Tor, c'est qu'en fait, les IP derrière sont anonymes. Et forcément, donc le système, via le machine learning, en fait, il va détecter, attention, l'utilisateur essaie de se connecter depuis un emplacement que je ne connais pas et surtout qui n'est pas très sécurisé, et de 3, qui est en plus anonyme. Donc là, du coup, forcément, derrière, en fait, il vous génère automatiquement des alertes ici. Et là, ce qui est intéressant, donc là, vous me dites, OK, on voit l'alerte, c'est sympa. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau ici, justement, de mes policies, donc au niveau de ma protection, ce que je vais pouvoir faire, ici, c'est que je vais pouvoir définir en fait 2 règles. Donc il y a 2 règles. Il y en a une pour la partie risque au niveau du user et il y en a une au niveau risque au niveau de la connexion. Ça, c'est important. Donc ici, au niveau de la condition, donc là, par exemple, je peux l'appliquer à tous mes users. Attention, bien sûr, si vous l'activez en prod, je vous conseille d'exclure forcément tous les comptes admin dans un premier temps et d'inclure que des comptes de test pour bien valider, bien entendu, donc via des groupes pour bien valider votre règle. Donc ensuite, ici, au niveau conditions, on va pouvoir donc définir ici quel est le niveau, si vous voulez, de risque par rapport à mon user. Alors, si je veux vraiment être très, 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 très restreint, donc là, je le mets en low, c'est-à-dire que la moindre petite activité en low suspecte, automatiquement, en fait, ma policy, elle va se déclencher. Et ici, au niveau du contrôle, donc pour l'instant, je vous l'ai dit, on est un petit peu limité, mais je vais pouvoir soit bloquer le compte, donc là, je peux le bloquer directement, soit alors, je peux autoriser l'accès, mais par contre, je requiert en fait de changer le password. D'accord? Alors attention, si vous demandez ça, si vous demandez à resetter le password et vous êtes dans un environnement donc hybridé avec un AD on-prem et un Azure AD, n'oubliez pas, bien entendu, il faut que le SSPR soit activé, parce que sinon, quand il va vouloir resetter son password, en fait, ça ne va pas marcher. Faites attention à ça. Ça, c'est important. Donc, une fois que vous avez ça derrière, donc à la moindre, si vous voulez, activité risque au niveau du user, en fait, ma policy va s'activer. Mais la plus intéressante, ça va être celle-ci, que je vais vous montrer en démo. Celle-ci, c'est au niveau du signing, donc c'est au niveau de la connexion. Donc là, elle est appliquée à tous les users. Pareil, au niveau de la condition, je vais dire en fait que si directement j'ai quelque chose de low,
Ou alors si je veux être un petit peu plus permissif, je peux mettre du médium. Mais là, je vais partir sur du low, comme vous pouvez le voir ici. Et derrière, ici, je vais pouvoir dire si donc si je recompte un sign-in risqué, bah, tu vas en fait redemander la vérification du MFA à l'utilisateur. D'accord? Donc là, on va pouvoir le faire. Donc là, je vais cliquer ici, je vais l'activer. Et là, je vais me connecter donc sur le réseau avec un réseau Tor, d'accord, sur mon tenant, d'accord. Donc là, classique. Donc j'essaie de me connecter par exemple sur mon tenant, hein, tout simplement, ici, pour pouvoir par exemple l'administrer. Je vais juste mettre mon mot de passe. Il faut pas que je me trompe de password. Super. C'était l'effet démo. Trop de password. Donc là, vous voyez, regardez ici, automatiquement, le système, qu'est-ce qu'il détecte? Il me dit qu'il y a une activité qui est suspecte. Donc forcément, derrière, il me demande encore une fois de revérifier mon identité, en fait. D'accord? Donc là, bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est que quand je vais cliquer sur Verify, en fait, ça va me re-challenger au niveau MFA, ici. Et donc là, bah, par exemple, là, j'avais mis le texto sur mon compte. Donc là, automatiquement, bah, je vais pouvoir rentrer ici le code. Comme ceci. Et donc là, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, la condition a bien, si vous voulez, checké qu'il y avait un sign-in en fait, qui était risqué au niveau de mon utilisateur. Donc, il m'a automatiquement demandé de si vous voulez, de revérifier mon identité au travers d'un deuxième jeton d'authentification, tout simplement. Et donc là, du coup, j'arrive à me connecter, etc. Et puis, alors, ce qui est un petit peu pénible avec Identity Protection, c'est qu'au niveau au niveau ici des rapports, etc., en fait, au niveau des alertes, ça remonte que 15 minutes plus tard. Donc là, vous voyez que je viens de faire la simulation, mais en fait, il faudra attendre un petit peu avant que ça remonte, d'accord? Donc c'est à peu près entre 10 et 15 minutes. Donc c'est ce que Microsoft dit que c'est du temps réel, mais c'est pas vraiment du temps réel finalement, parce qu'il faut attendre un petit peu avant que ça remonte. Par contre, l'application de la stratégie, elle se fait automatiquement directement. Et c'est ça le plus intéressant finalement. Donc là, on va pouvoir passer donc à la suite. Donc là, vous voyez que bah voilà, hein, Identity Protection, donc c'est vraiment du machine learning au niveau de mes identités qui se trouvent dans le cloud, qui vont permettre justement donc de protéger mes identités directement. La bonne pratique, c'est que quand vous avez un tenant, par exemple Office 365 E3, mais vous avez plusieurs administrateurs ou des comptes VIP, en général, on essaye de leur acheter soit de l'Azure AD P2 à ces comptes-là, à ces comptes sensitifs, au compte brise-glace par exemple, et au compte global admin, ou alors du M365 E5 si vous avez les moyens, si vous avez ensuite après derrière envie de faire de l'Intune, de l'Azure ATP, etc. Mais en tout cas, pensez à bien protéger vos comptes à haut privilège dans le cloud, ça c'est très important. Donc on va passer au point 2 du coup, donc qui est Azure ATP comme vous le savez. Hop, je vais remettre juste en plein écran. Donc Azure ATP, donc Azure Advanced Threat Protection, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est un outil qui va intervenir, donc lui par contre au niveau identité on-prem, donc au niveau de l'Active Directory, qui lui en fait grâce à du machine learning, pareil, va détecter en fait, si vous voulez, il va tracer en fait un arbre de toutes les connexions de tout le fonctionnement de la forêt Active Directory. Et si vous voulez, il va apprendre. En fait, il aura à peu près 25 jours, donc il va apprendre. Donc grâce au moteur machine learning, il va apprendre le comportement des utilisateurs, le comportement des authentifications, le comportement des flux DNS, des flux Kerberos, le comportement des flux, par exemple, si vous avez de l'HTTP, de l'HTTPS au niveau des applications qui passent par de l'authentification au niveau de l'Active Directory. En fait, tout ce qui passe par l'AD sera, en fait, si vous voulez, appris et en fait enregistré dans le système. Et derrière, après, ben, il va vous proposer des modèles justement pour protéger votre identité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'alerte. Ben forcément, comme je vous l'ai dit, vous avez un portail qui va permettre de vous alerter donc, au niveau des attaques et il va vous permettre également d'anticiper. Ce qui est très important ici, alors j'ai souvent la question, c'est Azure ATP ou ATA ne fait pas de remédiation. C'est-à-dire que s'il détecte une alerte, c'est pas lui qui va aller, par exemple, désactiver le compte de service ou faire des choses comme ça, parce que c'est vraiment un outil, si vous voulez, de prévention pour l'instant. Il est prévu qu'il y ait sur quelques petites attaques, on va dire, faciles, qu'il y ait quelques remédiations dans les prochaines versions. Mais par contre,
En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de remédiation, donc c'est vraiment un niveau d'alerting, en fait, tout simplement. Après, qu'est-ce qui permet exactement? C'est qu'en fait, dans une chaîne classique, justement, de cyberattaque, hein, donc au niveau de la reconnaissance du mouvement latéral ou de la persistance pour pouvoir justement après se connecter avec des comptes à haut privilège et pouvoir donc après faire des gros dégâts, ben, il va pouvoir, en fait, si vous voulez, casser la chaîne à chaque étape, que ce soit au niveau de la reconnaissance, que ce soit au mouvement latéral ou que ce soit au niveau de la persistance. C'est ça qui est intéressant, c'est que lui, en fait, il va pouvoir interagir au niveau de chaque étape lorsqu'un attaquant, si vous voulez, quand il arrive, quand il rentre, et quand il va essayer, si vous voulez, ben voilà, d'accéder. Son but, c'est d'être domaine admin. Mais pour être domaine admin, forcément, il va falloir passer plusieurs étapes. Et donc, toutes ces étapes-là, elles seront en fait taguées et surtout donc alertées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous utilisez des protocoles vulnérables ou faibles au niveau de sécurité, admettons, je sais pas, vous avez des applis ou vous avez des applications pardon qui se connectent en HTTP et puis derrière il y a en fait une notification LDAP, etc. Ben, il va vous dire attention, je vois qu'il y a des mots de passe qui passent en clair, ou alors attention, vous utilisez un protocole qui est vulnérable. Merci de mettre en place le certificat LDAP-S ou merci de mettre en place votre certificat donc SSL au niveau de votre HTTP. Donc toutes ces choses-là, en fait, il va pouvoir les détecter. Et le dernier point qui est important, c'est la perte de relation de confiance d'une machine, donc d'une machine Windows 10 ou Windows 7 ou ce que vous voulez, ou Windows Server, avec son contrôleur de domaine. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui ont ce phénomène-là, des fois qui se résout, des fois c'est des problèmes réseau, des fois c'est il peut avoir en fait beaucoup de problèmes. Et derrière, en fait, avec ça, on va pouvoir les détecter et pouvoir mieux en fait derrière les gérer si vous voulez. Donc ça, c'est important. Après, au niveau des attaques, donc ce que en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ce que dit Microsoft, ce que Azure ATP peut si vous voulez donc attraper, comme je vous l'ai dit, il intervient sur toutes les chaînes ici, donc que ce soit la reconnaissance, la partie compromisation, la partie latérale mouvement et surtout la partie domaine, sur tout ce qui est DC Shadow, le Golden Ticket, etc. Il va pouvoir donc, si vous voulez, donc vous alerter avec toutes ces attaques-là. Le classique, hein, le pass de ticket ou le pass de hash, alors ça peut être testé facilement. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le tester pour la préparation de ce lab, mais en tout cas, avec Mimcast, par exemple, si vous faites un pass of the hash, pass de ticket, pour pouvoir, en fait, si vous voulez faire de l'hypersion d'identité et attraper le hash de quelqu'un pour pouvoir vous connecter avec son hash à une ressource cible, bah là, en fait, vous serez détecté automatiquement. Le brute force également, c'est la même chose. Donc voilà, vous voyez que sur toute la chaîne cyberattaque, Azure ATP va intervenir et détecter en fait toutes les sortes d'attaques qui sont en tout cas aujourd'hui possibles au niveau d'un Active Directory on-prem. Là après je vous ai mis quelques petits écrans, donc là vous pouvez les revoir après au niveau des slides hein, quand vous aurez le temps. Ensuite, Azure ATP, ce qui est intéressant, c'est que derrière, en fait, vous avez l'intelligence graph en fait, hein, derrière qui va justement permettre de faire ce qu'on appelle, si vous voulez, un workflow justement de fonctionnement. Vous avez de l'investigation, vous avez la partie monitoring. Donc là, il va monitorer toutes les activités des users, des computers et tout ce qui passe par l'Active Directory. Ensuite, ce qui est important, c'est l'analyse comportementale, parce que comme je vous l'ai dit, il ne va pas uniquement analyser l'authentification, mais il va aussi analyser le comportement, c'est-à-dire si vous vous êtes jamais connecté sur un serveur A, et puis un jour vous allez vous connecter sur ce serveur A avec un compte à haut privilège, il va dire hop, attention, c'est peut-être pas une alerte, mais par contre, je me rends compte que cet utilisateur ne s'est jamais connecté sur ce poste-là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Et il va pouvoir faire ça à des intervalles réguliers d'une dizaine de jours, d'une quinzaine de jours. Donc ce qui est très intéressant. Et forcément, la dernière étape, comme je vous l'ai dit, c'est la partie détection et alerting donc au niveau des attaques. Ce qui est important, c'est en fait le parallèle entre Microsoft ATA et Azure ATP. Donc Microsoft ATA qui lui en fait un produit on-prem, c'est-à-dire que c'est un produit que vous allez installer on-prem directement au niveau de votre architecture donc Active Directory et vous allez pouvoir donc installer ce qu'on appelle un serveur ATA Center. Ce serveur ATA Center, c'est un petit peu le cerveau qui va, si vous voulez, récolter toutes les informations de votre contrôleur de domaine, donc au niveau du trafic, etc. Et il va pouvoir les analyser et en fonction des attaques, il va, si vous voulez, vous alerter. Et vous avez Azure ATP, donc c'est le produit que je suis en train d'aborder dans ce cas-là. Le Azure ATP, c'est tout simplement un ATA, mais en fait, mais dans le cloud. C'est-à-dire que le serveur ATA Center, vous n'avez pas besoin de l'installer, vous n'avez plus qu'à activer le service, installer ce qu'on appelle des sensors
Donc en fait, c'est des petits agents au niveau de votre contrôleur de domaine, et ensuite votre contrôleur de domaine va parler au travers de cet agent directement vers Azure ATP. Donc en fait, vous avez deux écoles, dans le sens où par exemple, si vous êtes dans un milieu bancaire, en général, Azure ATA, enfin ATA, pardon, il est plus en fait prévu dans un domaine un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus compliqué au niveau sécurité que d'autres domaines. Donc là, par exemple, moi j'ai plusieurs clients bancaires où en fait ATA, j'ai mis en place ATA sur plusieurs contrôleurs de domaine dans des architectures worldwide qui fonctionnent très bien. Mais néanmoins, on peut aussi avoir des clients qui sont un petit peu donc adeptes du cloud. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus d'infra on-prem. Et en fait, c'est que du cloud. Hein. Donc là, directement, on se connecte sur le cloud, on active nos DC et on bénéficie du service ATP. Ce qui est intéressant, c'est que avec Azure ATP, vous avez en fait une mise à jour au niveau du moteur learning, machine learning, pardon, qui est quasi en fait, si vous voulez, hebdomadaire. C'est-à-dire que vous avez des nouveautés tout le temps, alors que ATA, malheureusement, vous avez une version majeure par an. Tout ça parce qu'en fait, ils veulent tout simplement le décommissionner et ils veulent que tout la partie ATA passe directement sur l'Azure ATP. Par contre, ça va être difficile de convaincre quelques clients, mais en tout cas, c'est la stratégie Microsoft. La seule limitation aujourd'hui, c'est qu'il ne fait pas de DC Shadow encore, la partie ATA. Donc c'est vrai que s'il ne fait pas de DC Shadow, des fois ça freine un petit peu quelques déploiements chez certains clients. Donc ça c'est important. Donc forcément Azure ATP, comme je l'ai dit, évolution continue. La seule différence en fait, c'est au niveau licence. C'est parce qu'au niveau licence, vous devez avoir de l'E3 pour pouvoir activer ATA, parce qu'il fait partie de la suite EMS, hein, donc Enterprise Mobility plus Security. Par contre, Azure ATP, lui, intervient au niveau E5. Et d'ailleurs, quand on a eu le MVP Summit, donc en fait, c'est un événement où les MVP, si vous voulez, échangent un petit peu avec Microsoft. On leur a posé la question si c'était parce qu'en fait, si vous voulez que les gens migrent de ATA vers Azure ATP, bah, ce serait bien en fait déjà de baisser le niveau de licence parce que du coup, pour le même service, ils se retrouvent à payer un peu plus cher. Vous voyez. Donc ça, déjà, c'est important aussi et c'est un frein pour la migration. Parce que moi, j'ai des clients. Ils m'ont dit effectivement, je veux bien migrer vers Azure ATP, mais par contre, je veux bien garder mon E3. J'ai pas envie d'avoir le 5, tout ça, parce que je veux migrer vers le cloud. Donc, vous voyez, c'est un petit peu une guerre aussi au niveau des prix. Et ça, honnêtement, on ne sait pas trop ce que Microsoft va proposer dans le futur. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir l'Azure ATP, c'est soit vous avez donc une licence M365 E5, donc là-dedans, vous avez EMS E5 qui est compris dedans, ou alors vous achetez la donne directement Azure ATP. Donc là, après, au niveau, comme je vous l'ai dit, juste de la comparaison, vous avez en fait au niveau des architectures, au niveau ATA, en fait, vous avez l'ATA Center, le serveur principal. Vous avez l'ATA Gateway. Donc l'ATA Gateway, c'est tout simplement un serveur qui va venir s'installer entre le contrôleur de domaine et donc l'ATA Center pour pouvoir en fait ce qu'on appelle sniffer le réseau, donc sniffer le trafic réseau et tout le trafic en fait des event logs, etc. des contrôleurs de domaine pour pouvoir les balancer en fait à l'ATA Center. C'est tout simplement une passerelle en fait. Et vous avez aussi l'ATA Lightweight Gateway. Donc ça c'est quoi? Ça c'est tout simplement un agent qu'on installe directement sur le DC. Et donc dans ce cas-là, quand on fait ça, c'est le DC qui va échanger directement avec l'ATA Center et plus passer par l'interface ATA Gateway. Alors pourquoi on met en place une passerelle? Parce que vous avez certains clients qui ne souhaitent pas installer des agents sur leur DC. C'est pour ça que Microsoft a mis en place cette alternative. Côté Azure ATP, alors il y a juste le nom qui change, mais en fait c'est la même chose. Donc au lieu que ça s'appelle ATA Light Gateway, en fait ça s'appelle Azure ATP Sensor ici. Et donc là, c'est des sensors standalone que vous allez pouvoir installer. Donc c'est des packages MSI, hein, tout simplement, que vous allez pouvoir installer directement au niveau de vos contrôleurs de domaine. Et juste la dernière chose, donc là, on a un ATA Center, mais de l'autre côté, rappelez-vous, on a le Azure ATP Cloud Service. Donc c'est comme je l'ai répété, c'est un service cloud directement. Donc au niveau design, justement, comment ça se positionne. Donc là, vous avez votre workspace Azure ATP, donc, qui est provisionné sur votre tenant Azure en fait derrière. Donc c'est de l'Azure derrière. Vous avez ici votre contrôleur, vous avez votre forêt. Vous pouvez avoir plusieurs forêts. Avant c'était pas possible, maintenant c'est possible. Donc là on a notre forêt, on a notre domaine et on a nos contrôleurs de domaine. Et donc le contrôleur de domaine, on va installer donc, rappelez-vous, le AATP Sensor sur chaque contrôleur de domaine. Donc si j'en ai 40, il faut que j'en installe 40 sur chaque contrôleur de domaine. Si j'en ai 100, je dois en installer 100. Pour la simple et bonne raison, c'est que si par exemple j'ai 40 DC, mais j'oublie d'en installer, j'installe par exemple que 35, donc je n'oublie 5. Si l'attaquant arrive à passer sur un des contrôleurs de domaine, donc peut-être que je ne pourrai pas le voir,
Et donc, du coup, bah, mon Azure ATP, en fait, c'est un petit peu une passoire, donc il ne servira pas à grand-chose. Donc, une fois que ces agents sont installés, derrière, le contrôleur de domaine va pouvoir discuter directement. Donc, si vous avez un proxy, bien entendu, il faudra autoriser les URL que je vais vous donner dans les prérequis. Il va discuter directement, en fait, vers donc l'Azure ATP ici. Donc, après, là, on va voir un petit peu une architecture un peu plus granulaire ici. Donc, là où le cloud service, donc en fait, il fonctionne sur du 443, donc c'est-à-dire qu'au niveau ouverture de flux, vous n'avez plus qu'à ouvrir en fait tout simplement en sortie de votre firewall le flux 443 vers des URL en fait Microsoft, donc le Azure ATP, etc., etc. Donc ici, au niveau de cette architecture, comme vous pouvez le voir, on peut avoir deux choses. On peut soit avoir des contrôleurs de domaine avec des ATA en fait, des Azure ATP Sensor standalone, ici avec une passerelle, ou alors des ATP Sensor directement installés sur les contrôleurs de domaine. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi mélanger les deux dans la même architecture. Donc ça, c'est possible et ça fonctionne très bien. Après, c'est l'architecture ATA. Donc vous voyez bien que sur ATA, on a bien un serveur on-prem, donc qu'il faudra installer, qu'il faudra gérer, qu'il faudra aussi maintenir avec les niveaux certificats, etc. Alors que ici, si je reviens, la partie cloud, vous n'avez rien à faire parce que en fait, c'est un service cloud directement. Ensuite, au niveau de l'architecture, donc au niveau d'Azure ATP, donc là on va rester sur Azure ATP, on a plusieurs choses. On a donc l'Azure Portal, donc le portail en fait du workspace qui va contenir simplement votre Azure ATP. Pardon. On a la partie Azure ATP Sensor, donc comme je vous l'ai dit, ça c'est les agents. On a le standalone si on veut faire une passerelle, et on a le Azure Cloud Service. Donc là, on va voir un petit peu tout ça. Donc déjà, au niveau portail, en fait, vous avez déjà un portail qui s'appelle tout simplement Azure Advanced Threat Protection, qui vient avec votre workspace, qui lui, en fait, va, si vous voulez, vous alerter. Donc là, je vais vous montrer ici, qui lui, en fait, va vous donner un petit peu le dashboard un petit peu en fait de tout votre environnement. D'accord. Donc là, si vous avez des attaques, donc il va les voir ici. Vous avez ici la partie configuration. Donc là, vous voyez que la partie configuration, ici, voilà, en fait, pour me connecter à mon contrôleur de domaine, pour que en fait Azure ATP puisse contacter mon contrôleur de domaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement mettre un compte de service afin que ce compte puisse aller lire les informations de mon Active Directory. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin d'un compte qu'en lecture seul. C'est-à-dire que c'est un compte. Donc là, je viens sur mon DC ici. J'ai mon contrôleur de domaine. Et en fait, donc j'ai créé tout simplement, donc là j'ai une UI test, et là j'ai un compte de service ici. Voilà. SVC ATP, vous voyez bien que en fait il est membre juste utilisateur du domaine. Donc là c'est vraiment un compte par défaut, bien entendu. Vous savez qu'on a le droit de la lecture, un utilisateur a le droit de la lecture sur tout le contrôleur de domaine, enfin sur toute la forêt. Donc là directement, on va pouvoir lire en fait toutes les informations de mon domaine, donc les utilisateurs, les computers, etc. Mais que de la lecture. Donc pas besoin d'un compte à haut privilège au niveau ici, parce que j'ai vu des clients par exemple qui mettaient un compte entreprise admin, etc. Donc ça c'est pas bon du tout. Il faut juste mettre un compte en read-only, ça suffit largement. Donc une fois que ça c'est fait, tout simplement derrière, ce qui est important, c'est le sensor ici. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on installe, parce que vous imaginez bien que pour que ce workspace ici aille discuter avec mon contrôleur de domaine, il faut bien qu'il y ait une passerelle quand même. Il faut bien qu'il y ait un flux de communication. Et ce flux de communication, c'est ce fameux sensor ici. Rappelez-vous tout à l'heure, en fait, vous le téléchargez. Donc là, si je clique sur Download ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un package MSI. Là, qui va un peu de temps. Voilà ici. Donc là, vous allez pouvoir le télécharger. D'accord. Et une fois que vous l'avez téléchargé, tout simplement, vous l'installez au niveau de votre contrôleur de domaine. Une fois que c'est installé, vous allez avoir deux services qui sont là. Hop. Vous avez le Azure ATP Sensor et le Azure ATP Sensor Updater. Alors celui-ci, c'est pour gérer les mises à jour de l'agent. Parce qu'en fait, l'agent, il est mis à jour régulièrement. Donc ce service, c'est lui qui va déclencher, par exemple, le redémarrage du service et surtout la mise à jour de l'agent, tout simplement, si vous l'activez de manière automatique. Et ensuite, ici, vous avez le service, donc Azure ATP Sensor, qui lui, justement, va permettre au contrôleur de domaine de venir ici discuter au travers de son compte avec mon workspace Azure ATP. Ça, c'est important à bien comprendre. Ensuite, si j'ai une note forêt, par exemple, en fait, je peux venir ici, voilà, et mettre les credentials d'une note forêt, et donc de jouer avec ça. Donc, ce qui fait que je peux avoir un Azure ATP Workspace pour plusieurs forêts, alors qu'avant, il me fallait un Azure Workspace pour
chaque forêt. Vous imaginez bien que c'était un petit peu lourd. Donc là, si vous avez plusieurs forêts au niveau de votre client, bah, vous allez pouvoir avoir un seul workspace pour toutes les forêts. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme nouveauté. Et en fait, ici, au niveau de l'update, comme je vous l'ai dit, le sensor, en fait, donc là, vous voyez bien qu'il est installé sur mon DC01. Donc là, si je reviens ici, donc là, vous voyez bien que c'est bien mon DC01 ici, d'accord, avec donc les comptes de service. Et on voit bien que il est bien installé ici. Et ici, en fait, au niveau des updates, bah, on a ce qu'on appelle les options pour pouvoir justement mettre à jour ce sensor. Donc là, vous voyez qu'on est en version 2.11 et quelques, enfin 112 pardon. Donc là, on peut demander la partie automatique ou alors, en fait, si vous voulez dilater l'update d'une semaine par exemple. En général, soit vous pouvez les faire à la main, soit vous les laissez automatiquement. En général, ce que je propose, moi, dans un lab, je les laisse automatiquement. Par contre, en production, je préfère quand même les valider. Ce qui est bien, c'est que je peux avoir des sensors de test sur lesquels je vais appliquer la partie automatique. Et une fois que c'est validé, je l'applique ensuite sur tous les autres sensors afin d'éviter de péter la production, tout simplement. Donc voilà un petit peu. Donc ça, c'est vraiment l'interface. Et en fait, derrière dans cette interface, là, ici, vous allez retrouver toutes les alertes, donc ça je vous en parlerai plus tard, toutes les alertes de sécurité que vous allez retrouver, d'accord. Ici, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir chercher en fait les utilisateurs de mon contrôleur de domaine. Donc là, vous voyez ici par exemple, je vais chercher ici, d'accord. Et là, mon compte administrateur ici, je vais pouvoir voir un petit peu. Bon là, il n'y a pas grand chose dessus, mais je peux avoir en fait toutes les activités et je peux avoir surtout toutes les informations, d'accord, que ce soit son SID, que ce soit son DN au niveau du changement au niveau de la D, que ce soit ses groupes membership, etc. Ça, c'est intéressant parce que derrière, en fait, cet outil, il est aussi capable, comme je vous l'ai dit, de parser la D et de vous retourner pas mal d'informations donc en fait au niveau de vos users. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là je prends un autre exemple, c'est un utilisateur que j'ai cherché au niveau de mon AD. Je vois que c'est un utilisateur qui a été créé récemment, donc il y a la balise new. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'il y a déjà des activités dessus. Donc ce qui est bien, c'est que je peux voir que, par exemple, ce compte-là, il y a une activité OnEtoken. Donc je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois que ce compte-là, j'ai fait exprès, hein, je l'ai rajouté Enterprise Admin et Domain Admin. Donc, ce qui est bien, c'est que au niveau des comptes sensitifs, donc dès que vous touchez les groupes, les memberships des groupes sensitifs, vous allez pouvoir automatiquement être alerté. Et donc là, si je vais sur Domain Admin, pareil, là vous voyez que automatiquement, en fait, c'est le produit lui-même, en fait, il le coche comme groupe sensitif parce que forcément derrière, il y a tous les groupes Domain Admin là-dedans. Donc si je vais dans Directory Data, ici, je vais pouvoir retrouver les membres. Donc là, j'en ai que 2. Et je vais retrouver surtout les memberships directs. Et je vais voir un petit peu, pareil, les informations au niveau du compte, etc. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, c'est vraiment l'interface classique. Et vous avez l'autre interface qui est le Health. Alors, par contre, le Health, c'est quoi? C'est en fait le niveau de santé, par contre, de la plateforme. C'est-à-dire que si si par exemple, le service ici, il est stoppé ou qu'il ne fonctionne plus, d'accord, donc mon service ATA là, que je vous ai montré tout à l'heure, si le service il fonctionne plus, etc., en fait, tout simplement, vous allez recevoir l'alerte ici. Par exemple, voilà ici, vous voyez que j'ai un sensor qui ne marche plus sur un ancien contrôleur de domaine, donc depuis plus de 6 mois, vous voyez, et il me dit, attention, il ne marche plus. Donc là, du coup, derrière, je vais pouvoir donc interagir et je vais pouvoir donc le résoudre. Je peux aussi fermer l'alerte si je décide en fait que cette alerte, elle est, si vous voulez maîtriser, afin de ne plus la revoir ici en fait au niveau des alertes. Donc là, après, je peux revenir ici et voir que j'avais des alertes en fait que j'ai fermées. Donc vous avez un niveau d'alerting, vous avez du high, du medium et du low, donc au niveau des alertes, tout simplement. Ici, au niveau. Donc après, il y a quelques informations, donc on va vite passer dessus. Juste au niveau de l'ATP sensor, donc là, vous savez, l'agent qu'on installe sur le DC, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous l'ai dit, il va en fait capturer, il va voir tout le trafic au niveau donc, du réseau, au niveau du contrôleur de domaine, et surtout aussi les Windows Event Log de tous les contrôleurs de domaine en question, en tout cas, et après, il va l'envoyer donc à l'Azure ATP. Donc après, ici, ce qui est intéressant, c'est que cet agent, en fait, quand il va tourner, en fait, il va tourner de manière intelligente. C'est-à-dire que si le système voit que cet agent consomme trop de ressources au niveau du DC, en fait, il va s'arrêter automatiquement afin de permettre au DC en fait de travailler. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et derrière, si vous avez ce phénomène-là, vous allez recevoir automatiquement une alerte au niveau d'Azure ATP Portal vous disant attention, il y a un contrôleur de domaine sur lequel
le Azure ATP Sensor en fait consomme trop de ressources, donc il a été stoppé. Merci de voir un petit peu ce qui se passe, etc. Donc vous voyez que c'est vraiment intéressant. Après ici au niveau des event logs, qu'est-ce qu'il va retrouver? On va retrouver la partie authentification en TLM, la modification des groupes sensitifs, d'accord, et les services suspects. Donc après vous avez tous les ID, donc les event ID qui sont concernés ici, d'accord. Ensuite il y a des choses qui sont importantes à activer au niveau GPO audit, d'accord, donc tous ces trucs-là, afin de les avoir en fait, si vous voulez avoir ces informations qui remontent au niveau de l'Azure ATP, vous êtes obligé en fait d'activer la partie GPO audit de ces éléments-là. Donc la partie audit all au niveau NTLM ici, la partie audit all ici au niveau remote server, la partie domaine et la partie NTLM trafic pour les comptes. Donc là vous êtes obligé de faire une GPO tout simplement et de l'appliquer afin donc de l'activer. Ensuite, pareil, le Azure ATP Sensor, rappelez-vous, c'est la passerelle donc là, c'est dans le cas où j'installe pas l'agent sur mon contrôleur de domaine, mais je passe par un autre serveur. En fait, c'est le même fonctionnement, juste pour pouvoir, en fait, si vous voulez avoir tout le trafic des contrôleurs de domaine, ce qu'il va faire, c'est qu'on va créer deux cartes réseau. Il y a une carte réseau donc, qui va lui servir pour se connecter dans le réseau, mais la deuxième carte réseau, en fait, elle va être en port mirroring pour pouvoir en fait choper tout le trafic du contrôleur de domaine en fait, tout simplement derrière. Et après, elle va pouvoir envoyer les informations à l'Azure ATP. Donc après ici, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez alterner. Je peux faire de l'Azure ATP Sensor et je peux faire de l'Azure ATP Standalone dans mon architecture. Les avantages, c'est que si j'ai pas de serveur intermédiaire, si j'ai que de l'Azure ATP Sensor, forcément le coût il est un peu moindre parce que j'ai moins de machines virtuelles, etc. La typologie, c'est que je l'installe directement sur le DC. Et puis vous voyez qu'au niveau des paquets réseau, en fait, on arrive à la même chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement si vous installez cet agent sur un DC et que l'attaquant arrive à désactiver cet agent, là effectivement vous pourrez avoir des problèmes. Donc ce qui est intéressant avec le Azure ATP Standalone en passant par cette fameuse gateway, c'est que sur l'attaquant, s'il regarde sur le DC en tout cas, il ne verra pas l'agent. Donc ce qui fait que du coup, c'est un petit peu protégé par rapport à ça. Voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, la seule subtilité en fait entre les deux types de topologie, si vous voulez. Donc ici, en termes de démo, donc je vais vous montrer. Tout à l'heure, je vous ai montré l'interface, etc. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc au niveau sécurité, je pense qu'on connaît tous les honeypots. Donc vous savez ces fameux honeypots, donc ces pots de miel de serveurs web qui sont un petit peu posés partout sur le web pour justement avoir un peu donc en fait d'attaque, etc. pour voir un petit peu ce qui se passe. Au niveau détection ici, vous allez pouvoir ce qu'on appelle faire du honey token. Donc là tout simplement c'est quoi? Honey token, c'est le fait de justement mettre en place, si vous voulez, un piège au niveau miel, au niveau des users. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la bonne pratique, c'est de créer des comptes, en fait. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ce soit des comptes à privilège. Attention, il faut créer des comptes, en fait, standards en lecture seule, et puis vous les appelez administrateur SharePoint, administrateur Teams, administrateur Active Directory, etc. Et ensuite, une fois qu'il est tagué en tant que honey token, ici, hop, je vais vous montrer. En fait, vous allez voir un petit, voilà, vous voyez l'abeille, en fait, ici, hein, donc au niveau du logo de l'utilisateur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que cet utilisateur va avoir une activité sur le réseau, n'importe quelle activité, hein, que ce soit l'accès à un share, à travers SMB par exemple, que ce soit l'accès sur un serveur en RDP, etc., vous serez automatiquement alerté en fait. Donc, ce qui fait que là, déjà, ça va vous interpeller. Ah mince, il y a peut-être des gens qui essayent en fait voilà, de faire des attaques sur des comptes qui pensent en fait être à haut privilège par leur nom. Ils s'appellent Enterprise Admin, etc. Mais en fait, c'est juste des comptes honey token. Donc ça, déjà, ça peut être une alternative pour en fait être proactif au niveau de la sécurité. Et donc là, par exemple ici, pour ce test-là, je me suis donc créé un honey token, donc, comme vous avez vu sur mon utilisateur UE01, et je me suis connecté en RDP sur un serveur, et automatiquement j'ai été alerté. Donc là, il me dit qu'il y a une activité honey token, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui est intéressant, donc, c'est les niveaux d'information que Azure ATP va me donner. Il va me dire depuis quelle workstation il s'est connecté, d'accord, qu'est-ce qu'il a utilisé comme protocole, etc. au niveau d'authentification, et surtout sur quel contrôleur de domaine l'authentification a été faite. Parce que vous imaginez bien que si vous avez 40 contrôleurs de domaine, il faut bien savoir d'où provient en fait donc l'authentification.
Ensuite, ici, vous avez un petit schéma hein, derrière qui est, en fait, derrière, c'est du graphe, hein, donc qui est repris. Et là, on voit bien que l'utilisateur a eu recours à une station de rebond, en fait, pour pouvoir, en fait, tout simplement se connecter ici à mon contrôleur de domaine. D'accord? Donc là, vous voyez qu'ici, même que je vois que le résultat, si vous voulez, il a réussi parce qu'en fait, il s'est connecté à ma machine. D'accord? Ce qui est intéressant avec l'alerte, c'est qu'on va pouvoir interagir dessus. Soit je peux la fermer parce que j'exige que c'est bon, j'ai maîtrisé le risque, donc je peux fermer l'alerte afin qu'elle n'apparaisse plus ici au niveau de ma timeline, d'accord, ici, pour faire le ménage en fait, si on veut. Donc par exemple sur celle-là, hop, je peux ici la fermer, donc la faire disparaître et elle va venir se glisser dans la partie close. Ou alors ici, je peux en fait, si vous voulez, la mettre de côté et en fait, elle sera activée ensuite après au bout de 7 jours. D'accord? Ici, comme vous pouvez le voir. Ou alors ici, je peux télécharger un détail de l'attaque. Et donc, le détail de l'attaque, c'est quoi? C'est que ça va me ouvrir en fait un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel-là, bah, je vais avoir pas mal d'informations. Donc, au niveau de l'attaque, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. C'est pas le bon fichier. Voilà, c'est celui-là. Donc là, en fait, bah, là, il me dit, donc déjà le summary, donc il me dit que c'est une attaque et une token. Il me donne la description, l'heure, etc. Et ensuite, il va me donner un petit peu le compte qui a été si vous voulez, on va dire plus ou moins hacké. Là où je vois le SAM, son SAM, etc. On va voir la workstation qui a été utilisée, intéressant. Le contrôleur de domaine également qui a été sollicité pour cette attaque. Et ensuite ici, si vous voulez, des logs en fait sous format JSON, comme vous pouvez le voir ici, regardez. Je vais juste activer ça sous format JSON en fait, que vous allez pouvoir en fait après derrière bah, tout simplement donner par exemple à votre équipe SOC, d'accord, pour pouvoir en fait analyser tout ça. Voilà. Donc là vous voyez que je retrouve bien mon UPN ici, je retrouve bien le fait que mon password est au Never Expert. En fait là c'est vraiment toutes les informations par rapport à mon utilisateur. Et ensuite toutes les informations également par rapport à la workstation. Hop, si je vais ici, voilà, par rapport à la workstation ici, d'accord, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est intéressant dans le sens où si vous voyez donc cette alerte là pour pouvoir si vous voulez faire un petit peu donc si vous voulez de la recherche de manière un petit peu granulaire, d'accord. Ensuite j'ai une autre attaque qui est intéressante, c'est de la reconnaissance SMB. En fait tout simplement j'ai parsé un share SMB tout simplement donc avec un compte qui n'était pas en fait censé le faire. Mais là automatiquement pareil il me dit attention il y a un compte en fait qui est en train de faire de la reconnaissance au niveau de votre si vous voulez partager SMB. Rappelez-vous tout à l'heure, l'attaquant, la première chose qu'il va faire, c'est justement faire de la reconnaissance et voir un petit peu ce qui se passe, soit au niveau des comptes, que ce soit au niveau des serveurs de fichiers, etc. Et donc là, par exemple, c'est typiquement le cas. Et donc là, automatiquement, vous allez pouvoir être alerté et il va vous dire, bien entendu, regardez ici un petit peu, là, par exemple, il me dit c'est un potentiel lateral mouvement, etc. entre donc ce compte-là et la machine qui est ici, qui s'appelle donc client DEST01. D'accord? Ça, c'est plutôt intéressant également donc en termes de détection d'attaque. Donc après, une autre attaque que j'ai dans mon lab, c'est la partie DNS. Ça, c'est la partie DNS, vous savez, pour par exemple, si on essaye de parser la zone DNS donc d'un serveur, sauf que l'attaquant, forcément, s'il n'est pas serveur DNS, en tout cas, si on essaye de faire ça avec un serveur qui n'est pas serveur DNS, normalement, on n'a pas le droit, c'est-à-dire qu'on va avoir une erreur. Par contre, cette erreur, en fait, elle va générer automatiquement une alerte, parce qu'on va vous dire, attention, il y a une attaque suspicieuse dans le sens où il y a quelqu'un qui essaye de faire une attaque DNS, en tout cas qui essaye de lire votre zone DNS, alors que ce n'est pas un serveur DNS qui est connu, en tout cas dans mon environnement. Donc attention, donc là vous voyez que par exemple ça a été fait. Et là il le dit en plus, il vous dit en fait, il y a quelques commentaires qui sont intéressants, il vous dit évidence, attention, ce serveur n'est pas un DNS serveur, comme vous pouvez le voir ici. Donc là ce qui est intéressant également par rapport à ces attaques-là. Donc après, en termes de planification, pour mettre en place en fait l'outil, il faut savoir qu'il y a quelque chose d'important, parce que si vous avez 2 ou 3 contrôleurs de domaine, ça peut aller, honnêtement, vous pouvez l'installer directement, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous commencez à avoir des contrôleurs de domaine un peu partout dans le monde, avec des sites Active Directory un petit peu partout, il est obligatoire en fait de faire d'abord du capacity planning, donc c'est un outil ici que je vous ai mis le lien, qui va vous aider si vous voulez à définir le niveau de RAM, le niveau de CPU, le niveau de stockage, etc. au niveau de votre soit ATA Gateway ou Azure ATP Gateway en fait. Ça c'est très important parce que
Si par exemple votre DC requiert 8 Go de RAM pour pouvoir fonctionner et puis vous avez que 4 Go, bah, en fait quand vous allez l'installer, ça ne va pas marcher, vous allez avoir plein d'alertes. Donc c'est très important, dans un environnement worldwide, il est très très important de d'abord faire la capacité planning avant en fait de se lancer dans le déploiement. Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft, justement, avec le résultat que vous allez avoir dans le capacité planning, bah, vous allez pouvoir comparer. Donc là, par exemple, vous voyez que si j'ai 50 paquets par seconde au niveau réseau, au niveau de mon interface réseau, bah, il me faut par exemple, bah, voilà ici, 3 CPU ou alors vCPU et 9 Go de RAM. Vous voyez. Donc là, c'est en fait, si vous voulez, tous ces assumptions-là, en fait, qu'il va falloir prendre en compte avant de déployer cet outil-là. Après, pareil, dans le déploiement, question à se poser, est-ce que je fais de l'ATA, est-ce que c'est Azure ATP? Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça dépend bien entendu de votre environnement, mais la tendance et surtout les recommandations de Microsoft en tout cas, c'est de tendre plus vers de l'Azure ATP, d'accord? Parce que c'est un outil, encore une fois, qui est beaucoup plus complet que de l'ATA et surtout, il est beaucoup plus, si vous voulez, il est beaucoup plus complet en termes de détection d'attaque, etc. Ensuite, si je fais de l'Azure ATP, pareil, je choisis est-ce que je fais du sensor normal, donc installé sur le client, enfin sur le DC, ou alors je fais du standalone avec InGateway. Donc là, pareil, à voir en fonction de ce que vous voulez et en fonction de votre architecture et surtout en fonction de votre politique. Parce que par exemple, moi je connais des clients qui n'installent absolument rien sur leur contrôleur de domaine, donc c'est légitime. Hein. Donc dans ce cas-là, on passera peut-être par InGateway. Ensuite, l'installation. Donc l'installation de l'agent, si vous avez 60 DC, bah forcément vous n'allez pas vous le faire à la main. Donc là, je vous ai mis juste en fait la petite commande pour pouvoir l'installer en mode silencieux. Donc si vous avez CCM par exemple, bah, vous allez pouvoir créer une task et vous allez pouvoir déployer en fait donc la task directement sur vos contrôleurs de domaine ou alors vos contrôleurs, vos machines standalone si vous optez pour la partie gateway. On peut mélanger les deux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça il n'y a pas de souci. Et la dernière info qui est très importante, c'est l'envoi au CIEM. Donc en fait, on peut le voir ici. C'est en fait, vous allez pouvoir envoyer, si vous voulez, votre ici, si vous avez un syslog ou des choses comme ça, en fait, vous allez pouvoir envoyer, si vous voulez, vos alertes directement dans un autre syslog. Ce qui fait que si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus concret, parce que votre syslog a aussi, vous avez par exemple, vous savez, des événements, des switches, des routeurs, des serveurs, etc. Et que vous voulez aussi profiter de ça pour avoir les alertes Azure ATP, bah, vous êtes aussi capable de le faire donc au travers de cette option qui fonctionne très bien. Donc ça c'est important et puis c'est demandé par la plupart des clients d'ailleurs quand je fais ce genre de déploiement. Sachez que, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça je le reparlerai tout à l'heure, Azure ATP, il peut aussi s'interfacer avec Cloud App Security. Et en fait, tout simplement, au niveau de Cloud App Security, ce qu'il faudra venir faire, c'est que vous allez venir en fait au niveau de votre interface. Je vais juste le laisser s'identifier. Au niveau de votre settings, hop, ici. Excusez-moi, ça bug un peu en ce moment. Les infracloud. Et en fait, tout simplement ici, avec Azure ATP, il fait tout simplement cocher cette case. Alors bien sûr, il faut que vous soyez authentifié sur votre cloud sécurité avec la même identité ici. Hein. Forcément, c'est parce qu'en fait, moi j'ai un client, il avait 2 environnements, et puis il a caché cette case, mais sauf qu'il était sur l'autre environnement. Il me dit, mais ça marche pas votre truc. Ben, c'est normal, ça marche pas parce que vous n'êtes pas forcément sur le même environnement. Donc assurez-vous bien d'être sur le même environnement, d'accord, c'est très important. Et ensuite, activez cette case. Donc ça prendra, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'à 12 heures pour que en fait, les environnements puissent discuter ensemble directement. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure l'intérêt d'activer ça au niveau du Cloud App Security. Donc après, ensuite, au niveau déploiement, comme je vous l'ai dit, prérequis, licence, soit j'ai de l'EMS-E5 ou du M365 E5, ou alors j'ai de l'Azure ATP standalone. Et là, je vais pouvoir donc l'activer. Très important, si vous installez les agents sur les DC, forcément, il faut que les DC aient Internet. Après, on peut limiter donc l'accès à Internet uniquement donc au workspace, donc au niveau du DC. Et donc là, pour l'Europe, par exemple, vous devez limiter en fait ces URL-là, donc au niveau accès sur Internet, bien sûr, c'est de la sortie et c'est que du 443. Il n'y a rien en entrée. Donc ça, c'est très important. Ensuite, si vous avez des DC sur VMware, il faut désactiver le IPv4 TSO offload, parce qu'en fait, s'il n'est pas désactivé, vous allez avoir cette erreur en fait au niveau du VMware. Donc forcément, il faut le désactiver avant,
avant d'installer en fait votre sensor. D'ailleurs, sensor, en fait, le sensor en fait ici, s'il est aussi, si vous voulez installer sur la gateway, il faudra également désactiver ce truc-là. C'est pas que pour les contrôleurs de domaine. Donc, ça, c'est valable pour les deux, à savoir les contrôleurs de domaine et les gateways si vous avez des gateways. Après, je vous ai mis un petit peu juste les ports qu'il faut ouvrir, en fait, en fonction de chaque si vous voulez, service. Là, je vous ai mis la liste de tous les prérequis. Donc là, vous avez en fait la doc de chez Microsoft qui est très bien faite, justement pour pouvoir, tout ça. Ensuite, au niveau administration, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau airbag, vous allez pouvoir, ici, au niveau d'Azure AD, en fait, quand vous activez votre Workspace Azure ATP, automatiquement, il vous crée 3 groupes. Là, je vais vous les montrer ici. C'est des groupes cloud, par contre, donc c'est pas des groupes synchronisés, attention. Et ces groupes-là, en fait, ben voilà, ils s'appellent Azure ATP Workspace Administrateur, le user et viewer. Donc ça, tout simplement, c'est pour définir un petit peu votre niveau de granularité au niveau de l'accès de l'interface. Si vous avez des admins, bah, tout simplement, vous venez ici, vous les rajoutez. Et donc là, ils sont automatiquement admins, ils pourront se connecter au Workspace. Si vous voulez donner l'accès en viewer, donc le viewer, il va tout simplement voir uniquement les alertes, il va pouvoir rien faire en fait que de la lecture, il va faire que de la lecture, vous pouvez les mettre. Et si vous mettez des users, les users, ce qui est intéressant avec le user, c'est que alors, il ne pourra pas faire d'administration, hein, donc il ne pourra pas installer les agents, il ne pourra pas aller sur la partie configuration, etc. Mais par contre, ce qu'il pourra faire, c'est interagir au niveau des alertes ou générer des rapports ici, d'accord, au niveau des comptes sensitifs, etc. Il pourra également ici, au niveau des alertes, soit les désactiver, soit ici, les supprimer, soit télécharger, soit les ici, en fait, parce que vous pouvez les faire en interne. Donc là, vous mettez le mail de votre collègue et puis vous l'envoyez. Et donc là, vous pouvez partager l'alerte automatiquement avec votre collègue. Alors, assurez-vous bien que avec la personne avec laquelle vous partagez ce lien, forcément, il faut qu'il ait accès à la plateforme, au moins en utilisateur viewer, pour qu'il puisse accéder à l'alerte que vous souhaitez partager ici. Donc ça, c'est important. Donc ensuite, comme je le disais tout à l'heure en guise d'introduction, le souci en fait un petit peu qu'on a aujourd'hui, c'est que on a un autre monde on-prem que vous pouvez voir ici avec les applications qu'on maîtrise. Le problème, c'est que dans le cloud, on commence à avoir de plus en plus d'applications, que ce soit du Teams, que ce soit la brique Office 365 et autre chose. Hein. Si par exemple j'ai du ServiceNow, donc je veux le fédérer à mon Azure AD, etc., etc. Et ce qui est intéressant avec la vision justement, comme je vous l'ai dit, de Microsoft SecOps, c'est en tout cas d'avoir une analyse, on va dire, plutôt commune au niveau des attaques. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 produits. On a Azure ATP, Cloud App Security et Azure Identity Protection qui vont être liés, si vous voulez, et ça va nous permettre d'avoir une analyse complète au niveau de notre identité dans notre monde hybride. C'est-à-dire que mon identité on-prem plus mon identité hybride, je vais pouvoir les surveiller, je vais pouvoir les analyser, je vais pouvoir les protéger en fait depuis une seule console, donc qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Cloud App Security. Je vais revenir ici. Et ce qui est intéressant, rappelez-vous tout à l'heure, on a coché cette case. Donc cette case, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon Azure ATP va envoyer ses alertes au niveau de mon Cloud App Security, c'est-à-dire mon CASB qui est ici. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que si je vais dans Alerte ici, regardez, je vais retrouver déjà les alertes au niveau de mon Cloud App Security classique, au niveau cloud, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai des alertes Prise Glass, voilà, ici que j'ai activé, etc., qui fonctionnent très bien. J'ai aussi des alertes au niveau cloud, par exemple, voilà, j'ai fait des trucs VPN, il me dit attention, c'est alerte par des pays qui sont un petit peu dangereux, etc. Et j'ai surtout une alerte qui est intéressante, qui est le AnyToken Activity. Mais par contre, vous voyez que l'application, c'est Active Directory et non Office 365 ou quoi que ce soit. Et donc là, ça veut dire quoi? En fait, c'est ça qui est fort, c'est que l'alerte, en fait, elle passe sur Azure ATP, et comme c'est connecté avec Cloud App Security, elle va se retrouver automatiquement ici dans mon Cloud App Security. D'accord? Et donc là, je vais pouvoir retrouver mon utilisateur, ici, je vais retrouver son SID, je vais retrouver pas mal de choses. Je sais que c'est un utilisateur interne, et je sais que c'est une attaque Honey Token, etc. Et là, je vais même pouvoir, pareil, faire pas mal de choses. Je vais pouvoir exporter, je vais pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, au niveau de mon Cloud App Security, je vais aussi pouvoir chercher mon utilisateur alors qu'il est dans mon Active Directory, mais je vais pouvoir quand même le retrouver depuis mon Cloud App Security.
et je vais pouvoir voir que voilà, il a déjà une attaque en fait qui a été mise sur son compte là. Ensuite, au niveau de mes comptes cloud, je vais pouvoir aussi ici avoir quelques niveaux d'informations intéressants quand vous allez pouvoir chercher votre compte. Il va vous donner en fait votre score, votre niveau de sécurité au niveau de l'utilisateur. Là, vous voyez que j'ai eu une attaque ici tout à l'heure avec Tor. C'est avec ce compte-là que je me suis connecté. Bah, automatiquement, il va me la remonter. Vous voyez ici. Ensuite, là, bah, voilà, il va me donner un petit peu toutes les étapes, enfin toutes les informations nécessaires par rapport à ce que j'ai. Donc, j'ai eu 4 alertes au niveau de mon compte. Donc là, si je vais voir ici, j'en ai 2 en fait avec un brise-glace et j'en ai 2 sur la partie Tor que j'ai activé ici. Donc, si je vais dessus, au niveau de l'attaque, là, on voit un petit peu pas mal de choses. Et on va pouvoir, par exemple, voir celle-ci. Donc là, vous voyez que l'attaque ici, vous voyez bien que ça provient de Tor, comme vous pouvez le voir. Et surtout, c'est pourquoi, en fait, c'est parce que c'est un anonymous proxy, parce que derrière, c'est en fait des IP anonymes. C'est pour ça que ça remonte, en fait, au niveau de mon Cloud App Security. Donc, ce qui est intéressant avec cette vision à la Microsoft, c'est que avec cet outil, en tout cas Cloud Security ou alors Azure Sentinel, c'est que, si vous voyez ici dans mon schéma, c'est que je vais pouvoir regrouper toutes mes identités et toutes mes alertes au niveau d'une seule console. Derrière, en fait, on va pouvoir avoir une expérience unifiée, si vous voulez, et une expérience SecOps, c'est-à-dire pour les SEC au niveau donc SOC et pour les opérations, donc ceux qui gèrent l'AD, etc., vont pouvoir unifier leurs forces et en fait, au travers d'un seul portail, faire toutes les détections d'attaques qui sont nécessaires pour pouvoir en fait donc se protéger tout simplement des attaques externes, etc. Voilà, donc merci de votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci, Sef. Là. Alors, le problème, c'est que j'arrive pas sur le Teams à envoyer des messages. T'as vu ce qu'il me fait regarde. Alors que je vois que les autres, ils arrivent à envoyer des messages. Du coup, c'est pour ça que je réponds pas, en fait.